Compte rendu de la 121e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 janvier 2024 la toute première réunion du Conseil des ministres de la nouvelle année. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. Le Conseil des ministres de ces jours s'est principalement focalisé sur les crues que connaissent le fleuve Congo et ses différents affluents. C'est ce qui a fait l'objet de la première partie de la communication du président de la République. Le président de la République est préoccupé par la crue exceptionnelle du fleuve Congo qui touche plusieurs provinces, Kinshasa, la Chopo, l'Angala, l'Équateur, le Congo central, le Mai-Ndombe, les îles de Nord-Ubangi, le Kasaï, le Kasaï central, le Sud-Kivu, la Lomami, la Papa et les Kwilu. Il a déploré que cette situation cause d'innombrables sinistres et drames, au rang desquels des vies humaines, des champs dévastés, des routes coupées, des maisons inondées, des terrains ou encore des écroulements de murs, vient s'ajouter au lourd bilan humain et matériel tiré des épisodes pluvieux vécus au cours de ces derniers mois. Rassurant nos compatriotes sur l'effectivité des crues du fleuve Congo qui a commencé depuis le jeudi 11 janvier 2024, le président de la République reste convaincu que celle-ci pourra prendre du temps avant d'être complètement finalisée. Et compte tenu des sinistres observés, il revient de redoubler des vigilances sur les possibles conséquences, notamment sanitaires, liées aux dits dégâts. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité de garder à l'esprit le caractère transnational de cette crue, mais également le fait qu'elle s'inscrit dans une série de catastrophes enregistrées au niveau régional et dont les origines ne sont manifestement à trouver que dans les effets de changement climatique. Vu de l'échelle la vétusté des infrastructures publiques qui concourent malheureusement à l'enregistrement de tels dégâts. Avec l'expertise en présence, un lotissement responsable, une infrastructure résiliente au changement climatique, le président de la République soutient qu'il est possible de limiter les dégâts liés au réchauffement climatique contre lequel nous luttons. Ces questions, à préciser, font l'objet d'un suivi assidu au cours des prochains mois afin que puisse être renforcée la résilience de nos infrastructures face à la survenance de telles catastrophes. Enfin, et pour répondre à l'urgence provoquée par cette crue, le gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, a été invité à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir une prise en charge holistique de populations sinistrées et assurer en même temps une veille pour prévenir la possible apparition des foyers épidémiques dans les zones touchées. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'amélioration de la gouvernance publique dans la prise en charge des aspects de mobilité urbaine. Le président de la République a appelé à plus de réactions rapides et appropriées de pouvoirs publics face aux nuisances causées par les dysfonctionnements des services publics liés à la mobilité sur tous les types des réseaux routiers ainsi que des conséquences socio-économiques qui en résultent. En effet, concernant la mobilité des personnes et des biens, il a été constaté, outre les entraves provoquées par le manque de discipline des usagers de la route, la présence récurrente de quelques cas de figure bien précis pour lesquels l'inaction des services publics concourt à la persistance de ces phénomènes. Cette situation exige une coordination et une responsabilité de chaque acteur étatique dans la réalisation des missions qui lui sont dévolues ainsi que de moyens de fonctionnement des services publics conséquents. C'est pourquoi, tout en exigeant plus d'efficacité de nos services publics, le président de la République a chargé le Premier ministre de veiller avec les ministères concernés, en l'occurrence
les ministères de l'Intérieur, des Infrastructures et des Transports à faire en sorte que les procédures d'intervention rapide soient clairement mises en place avec les entités administratives respectives des 10 ministères suivant les missions assignées. Pour ce faire, il faudra promouvoir une simplification dans les procédures d'intervention et d'exécution et au besoin vulgariser près de la population les services à contacter pour signaler les cas échéants, les problèmes qui surviennent sur les réseaux routiers. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les retombées positives de la 28e conférence des parties des Nations Unies pour le climat COP28. Le président de la République a exprimé sa satisfaction au sujet des retombées de la conférence de parties des Nations Unies pour le climat qui s'est tenue à Dubaï en novembre dernier, principalement celle relative à la levée de fonds de partenariat pour la nouvelle économie du climat, dont les souscriptions s'élèvent à 62 millions de dollars américains. Ce fonds négocié dans le cadre du Forest and Climate Leadership Partnership a vu la contribution du pays tels que la France, les États-Unis d'Amérique ou encore l'Allemagne. Ces fonds vont principalement servir à structurer notre marché carbone au niveau légal et technique afin que puissent être valorisés nos crédits carbone spécialement autour de la question de tourbières. Cette étape charnière permettra la création dans notre pays d'un marché carbone transparent et de haute intégrité, ce qui aura sans aucun doute pour effet d'attirer bien plus d'investisseurs dans notre marché. À ces sujets s'ajoute le Fonds pour la création de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat, financé par la Fondation Bezos Earth Fund et dont l'implantation se fera dans notre pays. Cet institut, qui aura une vocation à la fois nationale et régionale, réunira des experts et des scientifiques de renommée nationale et internationale pour travailler sur les questions liées à l'économie du climat en République démocratique du Congo et dans la région du bassin du fleuve Congo. Cet institut va coordonner, voire centraliser, les recherches des organismes existants dans les domaines du climat afin de créer une cohérence des politiques sur le climat dans notre pays et définir une stratégie globale du climat à court, moyen et long terme. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable et les ministres des Finances, en collaboration avec les cabinets du président de la République, ont été instruits de travailler en synergie en vue de garantir la bonne exécution de ces flux. Il conviendra toutefois de s'assurer de procéder en amont à une bonne sélection de projets, tout comme de veiller à mettre à la disposition à temps à nos partenaires les informations nécessaires pour une meilleure coordination. Tout au long de ces processus, et même avant son lancement, il conviendra aussi de passer au peigne fin notre registre de crédit carbone, notamment son cadre légal, et combler les lacunes existantes afin de faciliter la continuité des projets liés à la nouvelle économie du climat avec nos partenaires. S'agissant de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, à identifier dans le meilleur délai un site qui pourra accueillir ces nobles instituts, de même que les meilleurs spécialistes qui pourront travailler afin de faire de ce pôle scientifique un pôle d'excellence et des références internationales. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a commencé par réitérer les sincères félicitations du gouvernement au président de la République pour sa brillante réélection après la confirmation des résultats de la présidentielle 2023 par la Cour constitutionnelle. Cette reconduction témoigne du soutien et de la confiance du peuple congolais à la vision et au leadership du président de la République pour poursuivre la mise en œuvre d'un État fort, prospère et solidaire. Il a souligné que le gouvernement qu'il a le privilège de diriger a la lourde tâche de matérialiser cette vision à travers les divers axes de son programme. La tenue de ces élections a aussi confirmé l'ancrage de notre pays aux valeurs démocratiques, tant soutenues par l'un de ses prédécesseurs
les patriarches Étienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Le Premier ministre a souhaité que les très hauts puissent continuer à accorder au président de la République la sagesse, la force et l'abnégation dont il a fait montre durant son premier quinquennat. Sur un autre volet, le Premier ministre est revenu sur la situation socio-économique où les perspectives économiques en Afrique sont peu reluisantes, ce qui présage une baisse du taux de croissance en raison de contraintes budgétaires et de l'inflation. Il a rappelé que beaucoup de pays africains ont été confrontés à d'importantes pressions inflationnistes en 2023, en grande partie à cause des prix élevés des carburants et des denrées alimentaires. Au plan interne et en ces débuts d'année marqués par l'ambiance électorale, le gouvernement demeure vigilant face à tous ces phénomènes. C'est dans cet ordre qu'il a présidé le 10 janvier 2024 la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique qui a notamment évalué et pris des mesures par rapport à l'évolution du taux de change, la situation du stock des produits pétroliers ainsi que celle de prix de produits de première nécessité sur le marché. Le Premier ministre a conclu son propos en revenant sur la situation environnementale et humanitaire marquée par la crue des eaux du fleuve Congo et de ses affluents qui affectent plusieurs provinces et qui causent des pertes en vies humaines et des dommages matériels importants. Cette catastrophe naturelle à dimension multisectorielle requiert une réponse robuste des différents ministères concernés. C'est dans cet ordre que les ministères en charge de l'intérieur, de l'environnement, des infrastructures et travaux publics, de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, des ressources hydrauliques et électricité, des transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que celui des affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, travaillent chacun en ce qui concerne à préparer des états des lieux dans leurs secteurs respectifs. En attendant, le ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale a été instruit de présenter le lundi 15 janvier 2024 un plan global d'urgence finalisé qui permettra de donner des réponses rapides et structurées aux conséquences directes de cette situation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national, qui reste dominé par la poursuite des opérations ordonnées par le président de la République dans le cadre de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été notamment marqué par la satisfaction de la population, après confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle déclarant vainqueur le président de la République avec 73,47% de suffrages exprimés. Des législatives provinciales à la décision d'invalidation par la CENI candidat mais les montées d'eau du fleuve Congo et de ses affluents. Au plan politique, il a été enregistré la persistance de l'activisme des structures des jeunes de formation politique. À ce sujet, le ministère de l'Intérieur n'a pas cessé de rappeler aux leaders politiques leur devoir de veiller à l'encadrement civique de leurs militants et sympathisants, ainsi pour préserver la paix. Dans les chapitres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué que les effets de la montée des eaux ont enregistré, les conséquences de la montée des eaux ont été enregistrées dans quelques provinces. Il a rassuré des dispositions prises par le gouvernement pour appuyer les autorités locales appelées à faire face aux multiples besoins créés par ces catastrophes naturelles. Toujours sur ces registres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays dans quelques zones où les forces armées de la République démocratique du Congo font preuve de vigilance et sont déterminées à rétablir la paix, la sécurité et à restaurer l'autorité de l'État. Évoquant la situation opérationnelle
Il a porté à la connaissance du Conseil des informations nécessaires sur le comportement de nos forces royalistes sur tous les fronts afin de contenir la capacité des nuisances des différents groupes armés ou des terroristes et ADF, NTM, M23 RDF qui continuent de représenter une menace significative par leurs attaques et incursions à la vie paisible de nos populations. À l'ouest du pays, la situation demeure sous surveillance des forces de défense et de sécurité face à l'activisme des insurgés Mobondo actifs aux alentours de Kinshasa et dans les territoires de Kwamut. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté au Conseil l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services, dans un environnement économique mondial qui continue à subir le contre-coup de la recrudescence de tensions géopolitiques sur l'activité productive en 2024. La conjoncture économique en République démocratique du Congo a été caractérisée par une accalmie sur le principal marché. En effet, sur les marchés des biens et services, il a été observé une forte décélération du rythme des formations de prix à la faveur de la baisse de la demande en biens et services au lendemain de périodes de festivités. L'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,1% contre 0,6% une semaine plus tôt. En 2024, l'inflation devrait ralentir à la faveur du maintien de l'orientation restrictive de la politique monétaire conjuguée à une forte politique budgétaire saine. Au niveau du marché d'échange, les taux d'échange est resté globalement stable, attesté par des faibles variations hebdomadaires sur les deux segments 0,03% à l'indicatif et 0,05% en parallèle en raison du maintien de mesures de stabilisation macroéconomique. Par ailleurs, elle a souligné que la croissance de l'économie congolaise demeure ferme en dépit d'un environnement interne et externe difficile. Il est attendu une hausse du PIB de 4,8% en 2024. Cette croissance sera soutenue par les secteurs primaires à travers le dynamisme des industries extractives. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien de mesures de stabilisation et le suivi rapproché des facteurs susceptibles de perturber le cadre macroéconomique, le renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires et la poursuite de l'orientation restrictive de la politique monétaire. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, mise en œuvre du plan de désengagement de la MONUSCO. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a présenté au Conseil les grandes lignes de la mise en œuvre du plan de désengagement de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il a indiqué que le gouvernement doit maintenant se focaliser sur les actions prioritaires à réaliser au regard des défis à relever en vue du transfert des tâches de la MONUSCO aux institutions nationales d'une part et pour une mise en œuvre réussie du plan de retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en commençant par la province du Sud-Kivu qui constitue la phase 1 de ces processus de janvier au 30 avril 2024 d'autre part. Il s'agit notamment du renforcement des effectifs des FARDC et de la PNC, de la prise en charge du mécanisme de la protection des civils et de la gestion des conflits communautaires, ainsi que la poursuite des processus politiques auxquels la RDC a souscrit. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a souligné qu'il est prévu d'organiser une communication conjointe gouvernement-MONUSCO à toutes les étapes du processus du retrait accéléré, progressif et responsable. Dans ces cadres, l'économie de ces plans de désengagement conjoints adoptés par les conseils de sécurité présentés aux États-Unis en République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil deux notes d'information. La première concernait la régulation des rapports de collaboration
entre les cabinets politiques et les services publics qui leur sont rattachés. En effet, l'objectif principal de cette régulation est non seulement de mettre sur pied des principes essentiels qui fondent le rapport juridique entre ces deux structures, mais surtout détermine les passerelles, la nature et les modalités pratiques de collaboration qu'elles sont censées entretenir entre elles respectivement dans la conception des programmes et politiques publiques, dans leur mise en œuvre ainsi que dans la gestion efficiente des services publics. Quant à la deuxième note d'information relative à la 4e évaluation de la réforme sur la bancarisation de la paye des agents de l'État, avec option de migrer vers la solution des paiements par mobile banking, cette évaluation a permis de dresser un diagnostic sans complaisance sur les points forts et les points faibles de cette réforme en chantier depuis maintenant plus de 10 ans, en faisant participer toutes les parties impliquées, en l'occurrence les membres du comité de suivi de la paye, les responsables des services utilisateurs des agents, les délégués syndicaux, les ordonnateurs délégués principaux, représentants provinciaux représentant les comités provinciaux de suivi de la paye, les opérateurs de la paye, banques et autres institutions des microfinances, ainsi que les services de contrôle des finances publiques tels que la Cour de compte et l'Inspection générale des finances. Par ailleurs, le gouvernement a déjà levé l'option de poursuivre avec la bancarisation de l'ensemble des dépenses publiques dans la paye des agents. La question principale était donc de savoir comment aller plus loin dans cette réforme, le retour au paiement en liquide par les comptables publics n'étant plus envisageable. Il a été recommandé les axes d'action ci-après. Développer des nouveaux mécanismes de paiement tels que le mobile money afin de garantir la proximité dans les zones à accès difficile. Ce dispositif devra partir de l'examen de la cartographie précise de l'implantation des agences et sites de paye des institutions financières et de l'introduction du principe des délocalisations sans contrepartie des effectifs en cas d'échec d'une institution de se rapprocher des agents. Dans ces contextes, la répartition des effectifs sur base du volontariat devra être abandonnée. Renforcer les mécanismes de délégation de compétences aux comités provinciaux de suivi de la paye qui œuvrent auprès des agents dans les zones les plus difficiles d'accès. Unifier les comptes de rémunération de chaque agent dans la perspective de réduire également les charges découlant des divers frais bancaires payés par l'agent et dans certaines situations par les trésors publics. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Deux notes d'information du secteur de l'environnement. La première portant sur la situation des inondations et des crues en cours en République démocratique du Congo, les causes de leur récurrence ainsi que les plans de prévention. À ces propos, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a signalé que la crue que connaît le fleuve Congo ce jour a été observée les 6 et les 7 décembre 2023 par les structures techniques de notre pays. Et les niveaux d'eau observés, c'est 9 janvier 2024, sur l'échelle située au port public de Kinshasa, est de 6,20 mètres. Ces niveaux se rapprochent de la crue exceptionnelle observée en 1961 et qui avait atteint 6,26 mètres au même endroit. À ce jour, la montée des eaux du fleuve Congo, qui est observée actuellement tout au long de son parcours, d'amont en aval, et celle exige du ministère de l'Environnement des actions devant permettre d'assurer la quiétude pour tous ceux qui sont utilisateurs de ressources en eau en tant que bénéficiaires directs ou indirects. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a été complétée par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ainsi que le ministre de Transport et Voies de communication et des enclavements, qui ont chacun, en ce qui le concerne, dressé les conséquences de ces crues dans leurs secteurs respectifs, ainsi que les mesures urgentes à prendre pour y faire face. Clôturant cette série d'interventions, les ministres des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale, qui supervisent la réponse sociale et humanitaire du gouvernement en face de ces crues, a été chargé, suivant les orientations du Premier ministre, de finaliser le plan d'urgence visant à donner une réponse humanitaire rapide pour toutes les populations affectées à travers le pays. Au terme d'un long débat,
partie de la loi du 15 décembre 2015 relative à l'eau a proposé au gouvernement de déclarer une catastrophe écologique, hydrologique et de mettre en place un comité de crise englobant en son sein toutes les parties prenantes afin de faire un état des lieux et de proposer des solutions pour une meilleure protection de populations riveraines et des écosystèmes associés. Le gouvernement a agréé sa proposition et il a donc été décrété au terme du Conseil de ministres de ce jour un état de catastrophe écologique hydrologique. La deuxième note a porté sur la participation de la RDC à la 28e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP28 tenue en novembre dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. À ces propos, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, a fait le point de son rapport de mission et de la participation de la République démocratique du Congo à ces assises qui ont représenté un jalon majeur dans le contexte international pour la concrétisation des objectifs fixés par l'accord de Paris. Réunissant des délégués de la majorité des pays membres des Nations Unies, cette conférence a été les lieux où des discussions cruciales ont été menées, débouchant sur des décisions capitales pour forger un avenir plus durable. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Clôturant ces points sur les notes d'information, la ministre du Genre, Famille et Enfants a présenté au Conseil le projet d'organisation des activités du mois de mars 2024 dédié aux droits des femmes. Pour cette année, les thèmes retenus au niveau international est investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Et au niveau national, la journée sera célébrée sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, a fait savoir la ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle a passé en revue les différentes activités retenues dans le calendrier au niveau tant national qu'international et pour lequel l'accompagnement du gouvernement a été sollicité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, 3 relevés des décisions ont été soumis au Conseil de ministres de ce jour. Le premier sur la 5e réunion restreinte du Conseil de ministres tenue le jeudi 28 décembre 2023. Le deuxième sur la 120e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 29 décembre 2023. Le troisième et tout dernier sur la 6e réunion restreinte du Conseil de ministres tenue le mercredi 10 janvier 2024. Au chapitre de l'examen et l'adoption de textes, un texte a été soumis à l'approbation du Conseil de ce jour. Il s'agit d'un projet d'ordonnance-loi présenté par la ministre de la Justice et garde des Sceaux portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, motivant la nécessité pour notre pays de procéder sans désemparer, conformément à l'article 124 de la Constitution, à la ratification de cette convention signée par le gouvernement congolais le 9 septembre 2029. Elle a indiqué qu'elle aura pour mérite à la fois de doter la République démocratique du Congo d'un cadre de coopération au niveau continental dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi de pouvoir servir de base de compétences pour la Cour internationale de justice. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Bien avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a été informé dans les détails par le ministre des Sports des préparatifs, de l'arrivée des Léopards Football à Abidjan, ainsi que des préparatifs pour une bonne participation à la CAN 2024. Évidemment, le gouvernement tout entier, derrière le président de la République, a présenté une bonne chance et des souhaits de bon courage à nos 11 nationales qui vont participer à cette prestigieuse compétition africaine. Commencé à 15h19, le Conseil de ministres a pris fin à 20h12. Je vous remercie.